Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'art de convaincre. Oui, c'est la couverture du magazine Le Point cette semaine. Entreprise, examen, vie publique, la prise de parole s'impose et s'apprend. Des experts livrent leurs conseils. Alors de l'entrepreneuse Aurélie Jean à Maître Dupond-Moretti, vous aurez donc toutes les clés pour convaincre, car voilà, c'est la préoccupation du moment, non pas l'art d'échanger ou de dialoguer, mais celui de convaincre. Et c'est précisément ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron hier dans les Vosges. Dans le bain des colères, il a refusé de reculer, nous dit le Parisien. Sa stratégie apparaît payante, ajoute l'Opinion. D'après l'Est républicain aussi, c'est réussi. En page 2, on vous raconte comment il est allé au contact, serrage de main, selfie et autres, embrassades. 1 heure d'opération séduction, écrit Sébastien Collin, jusqu'à ce que des sifflets se laissent entendre. Emmanuel Macron ne se démonte pas et décide d'aller en personne évoquer sa réforme de la SNCF. Le président répond calmement, mais avec autorité, droit dans ses bottes et les yeux dans les yeux. J'entends vos revendications, mais je ne flancherai pas. Reste à savoir, conclut l'Est républicain, si le message a convaincu. Sauf qu'à lire Le Figaro, eh bien, ce n'est pas si évident. Mathilde Sirot rapporte les échanges tendus avec les cheminots. Je ne méprise personne, je vous demande simplement de ne pas prendre tout le monde en otage, lance le chef de l'État. Les gens ne sont pas des otages, lui hurle un manifestant, et nous ne sommes pas des terroristes, vous n'écoutez rien. Un peu plus tard, note Le Figaro, le président s'emporte. Mais bon sang de bonsoir, je veux que vous compreniez. Voilà, quand l'art de convaincre ne prend pas, il reste toujours je veux et bon sang de bonsoir. Avec ça, comment donc asseoir son autorité sans basculer dans l'autoritarisme, demande Florence Chédotal dans La Montagne, ajoutant que l'autorité, pour être acceptée, doit toujours s'accompagner d'un sentiment de justice. Bon sang de bonsoir, c'est bien Emmanuel Macron qui l'a prononcé, et pas Nicolas Canteloup, nom d'un petit bonhomme. Et puis l'art de convaincre sur le thème de l'égalité salariale femmes-hommes en entreprise, c'est le dossier du magazine Challenge. Et Vincent Beaufils le concède dans son édito, nous avons fait un flop. Au moment où le gouvernement met la dernière main à sa loi sur le sujet, Challenge voulait apporter une contribution la plus proche possible de la réalité. Nous avons donc envoyé un questionnaire au DRH des 250 premiers employeurs de France avec une demande extrêmement simple, dit-il, nous faire parvenir l'extrait du rapport de situation comparée des salaires des hommes et des femmes au poste de cadre. Résultat, il ne s'est pas trouvé une entreprise sur 10 prête à diffuser son rapport. Au sein du CAC 40, seuls 8 groupes, Airbus, Danone, L'Oréal, Michelin, Orange, Schneider, Solvay et ST Micro, ont accepté de communiquer. Manière de reconnaître, écrit Challenge, qu'il ne s'agit pas d'un motif de fierté. Effectivement, dans le dossier, on trouve les chiffres. L'écart de salaire homme-femme en fonction de l'âge, par exemple, près de 27% pour les plus de 50 ans, ou encore en fonction du statut, 15% d'écart chez les ouvriers et 20% chez les cadres. Il n'y a plus d'échappatoire, titre le magazine. Autrement dit, un acte d'autorité du législateur serait le bienvenu. À propos, à quoi ressemble notre écart salarial chez Challenge, conclut Vincent Beaufils? Réponse, il y a aujourd'hui 3,5% d'écart entre nos journalistes femmes et hommes. Encore un effort, dit-il. Voilà un numéro engagé pour tenter de convaincre les DRH. À noter, encore un effort, et bien c'est justement le cri du cœur sur le même thème en couverture de Cosette. Enfin, vous pouvez lire aussi le dossier de la revue Books qui fait sa une sur les femmes et le pouvoir. Pourquoi sont-elles encore si peu nombreuses à l'exercer? Et puis ceux à propos desquels on parle beaucoup d'autorité dans la presse, ce sont les jeunes. Et oui, c'est un mantra qui ne date pas d'hier. Le jeune a besoin d'être cadré. Cadré dans sa révolte universitaire. C'est la une de Midi Libre qui titre sur la fac de Montpellier bientôt évacuée. Cadré aussi avec le service militaire. Ça, c'est l'enquête de l'Opinion qui l'affirme. Selon nos informations, écrit le journal, c'est un temps de vie partagé d'une semaine qui est privilégié. Non pas en caserne, mais en internat. Bref, on est loin, note Jean-Dominique Merchet, des 3 à 6 mois envisagés au départ par le président. Comment cadrer le jeune? Eh bien, c'est compliqué, mais ce qui est sûr, explique encore une surveillante de collège dans Le Parisien, c'est qu'il faut commencer tôt. Nora Bussigny vient de publier un livre sur son expérience et elle raconte les trafics de drogue des 13 ans, les échanges de photos de nus sur Snapchat, sans compter les bagarres, et cette fois où des élèves ont apporté une matraque, des lacrymos et un pistolet à impulsion électrique pour régler leur compte dans le collège. Un récit édifiant, mais depuis la publication du livre, la situation se serait améliorée dans le collège en question. À lire donc dans Le Parisien. Et puis dans La Croix, il y a aussi ce titre qui en dit beaucoup. 17 ans et déjà discipliné. Reportage avec les élèves du lycée hôtelier Saint-Bénigne à Lyon. Pour ces jeunes, écrit Gauthier Vaillant, la vie rêvée n'a rien d'une utopie parce que l'hôtellerie, c'est un milieu qui nous apprend à être modeste, explique Romain
Romain, 17 ans. Et surtout, on est sûr de trouver du travail, ajoute Marie. Des jeunes dont les idoles ne sont ni Gandhi ni Mandela, note le journal, mais Michael Jackson et Gianluigi Buffon, le gardien de la Juve. Voilà, c'est un reportage publié dans La Croix et dans lequel, une fois n'est pas coutume, les jeunes ont la parole. Enfin, témoignage dans Psychologie Magazine sur l'époque mai 68. J'ai grandi dans une communauté. Et oui, parce qu'en tout adulte se cache un ancien jeune. Patrick Nolwenn a aujourd'hui 47 ans et elle raconte son enfance quand ses parents ont décidé de s'installer dans un moulin avec une quinzaine d'amis pour vivre en communauté. Nous n'avions pas de télé, pas de bonbons, pas de coca, pas d'habits neufs, pas de cinéma, dit-elle, rien qui vienne de la société de consommation, mais on ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait compte que quand on allait chez les autres enfants du village qui, eux, adoraient venir jouer dans notre moulin. En revanche, nous avions un rapport bien différent du leur à la liberté, mis à part quelques règles très claires du type obéir aux adultes. Tout nous était permis. Le résultat, c'est que la transgression ne nous intéressait pas. Ce sont plutôt les autres enfants qui faisaient des bêtises. Aujourd'hui, elle a quitté le moulin depuis longtemps et elle a dû passer par une phase d'hyperconsommation pour compenser, dit-elle. Mais avec le recul, c'était une enfance formidable, conclut Nolwenn, et ça nous a permis d'être des adultes heureux avec des valeurs solides, partager et s'exprimer librement. Analyse de la pédiatre Catherine Guéguin. La base de tout, c'est l'empathie et ça n'a rien à voir avec le laxisme. C'est simplement, en plus des règles éthiques, donner de l'attention. C'est ce dont manquait la société d'avant 68 et hélas également, conclut-elle, notre société actuelle. Voilà, l'art de convaincre, eh bien ça passe aussi par l'empathie. C'est rafraîchissant et c'est à lire dans Psychologie Magazine. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse Europe.